8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. À Bakou, son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, en visite au Festival international du tapis d'Azerbaïdjan. Son Altesse royale est l'invité d'honneur de ce festival qui célèbre le riche patrimoine culturel de ce pays d'Asie occidentale. Coup de projecteur sur une avancée technologique inédite dans le domaine de la chirurgie urologique. Une prostatectomie à distance a été opérée avec succès à Laayoune. Une intervention de haute précision réalisée à l'aide d'un robot télécommandé depuis Casablanca. Une première au Maroc et en Afrique réalisée par une équipe médicale 100% marocaine. Leurs prestations pianistiques ont été auditionnées par un jury de haute volée. Les lauréats du concours international de piano Mouvement Contraire ont été dévoilés hier à Marrakech. Un palmarès qui consacre l'élite montante du pianiste marocain. Bonsoir. Avant le développement de ces titres, le rappel des activités royales de la semaine qui s'achève. Lundi, au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu plusieurs nouveaux ambassadeurs dans les missions diplomatiques du royaume, auxquels le souverain a remis leur dahir de nomination. الله يصلحك ورد على قال لك سيدي. Le même jour, toujours au Palais Royal de Rabat, le souverain a également reçu en audience les ministres des Affaires étrangères des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Lors de cette audience, les chefs de la diplomatie burkinabé, malien et nigérien ont présenté à Sa Majesté le Roi l'état d'avancement institutionnel et opérationnel de l'Alliance des États du Sahel, créée comme cadre d'intégration et de coordination entre ces 3 pays membres. Direction Libreville, la capitale gabonaise où s'est déroulée hier la cérémonie d'investiture du président élu de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Sa Majesté le Roi y était représenté par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El-Alami. Monsieur Talbi El-Alami était accompagné lors de cette cérémonie d'investiture de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Gabon, Abdallah Sbehi. L'investiture du président gabonais a eu lieu au stade de l'Amitié, en présence notamment de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, de présidents de parlement, de représentants d'organisations internationales. Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment en tant que président du Gabon pour un mandat de 7 ans. Partons à présent à Bakou, où son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a visité aujourd'hui le Festival international du tapis d'Azerbaïdjan. Invité d'honneur du festival, son Altesse royale s'est illustrée par sa présence remarquable à cet événement qui célèbre le riche patrimoine culturel de ce pays d'Asie occidentale. Les développements avec nos envoyés spéciaux à Bakou, Houdam Sahel, Othman Tazi avec Nourti Loubani, Abdillah Lcheb et Iman Ablou. Bakou, à l'heure du Festival international du tapis d'Azerbaïdjan, une célébration du riche patrimoine culturel de ce pays d'Asie occidentale. Un festival rehaussé par la présence de son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, invitée d'honneur de ce festival organisé dans le cadre historique de la ville ancienne d'Eshrecher. Le Festival international du tapis d'Azerbaïdjan met à l'honneur l'un des arts les plus emblématiques de l'identité azerbaïdjanaise, l'art traditionnel du tissage du tapis, inscrit en 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. À cette occasion, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a visité les pavillons de pays participants au festival, notamment le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan,
le Pakistan et le Tatarstan. C'est un immense honneur que Son Altesse Royale, la princesse Al Hasna, visite ce festival. C'est la première fois que cet événement recouvre une dimension internationale et pour cette première, nous sommes très honorés de la présence de Son Altesse Royale. Nous souhaitons que le pavillon marocain soit des nôtres lors de la prochaine édition. Son Altesse Royale a aussi effectué une visite au Centre des arts traditionnels azerbaïdjanais qui œuvre en faveur de la préservation et du développement des arts et de l'artisanat traditionnel de l'Azerbaïdjan en formant de jeunes artistes, artisans talentueux et créatifs dans des métiers tels que la céramique, le batik, la bijouterie et la sculpture sur bois. Par la même occasion, Son Altesse Royale a assisté aux différentes étapes du tissage et du traitement des tapis d'Azerbaïdjan, avant d'assister également au tissage de tapis représentant les diverses régions de ce pays d'Asie occidentale qui se distinguent par leur grande variété, leur mode de tissage et leur composition, les figures géométriques, la subtile harmonie dans le jeu des couleurs, la richesse de leur ornementation et le caractère singulier et la finesse des détails de chaque exemplaire. La confection du tapis azerbaïdjanais requiert un savoir-faire bien particulier et un travail minutieux. J'exerce ce métier avec passion et dévouement. Ce festival est une occasion de montrer la richesse de notre identité et ce que nous faisons pour perpétuer ce patrimoine. J'ai appris ce métier depuis que j'étais enfant. Je suis grand-mère aujourd'hui et je l'exerce encore. C'est un legs de nos ancêtres par lequel nous montrons la richesse artisanale de notre pays. Cet événement est l'occasion d'échanger et de partager ce que nous avons cumulé comme expérience dans le tissage de tapis traditionnels. J'ai même écrit un livre sur les spécificités de ce patrimoine dont nous sommes très fiers. Par la suite, Son Altesse Royale, la princesse Al Hasna, a suivi des explications présentées par la designer Nargis Asgarova sur la création digitale Zaman, destinée à la promotion de la culture azerbaïdjanaise dans un style moderne. Comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec le débrief des faits marquants de la semaine et c'est en compagnie de notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, l'audience royale accordée aux 3 émissaires de l'Alliance des États du Sahel. Au cœur des échanges, une vision géopolitique commune tournée vers la façade atlantique. Quelle perspective s'ouvre désormais pour la dynamique d'initiative panafricaine menée par le Maroc? C'était lundi dernier. L'audience royale a eu lieu lundi dernier et le souverain a reçu donc les 3 ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et de Niger. C'est un acte diplomatique important, inédit, où il y a un chef d'État qui reçoit 3 ministres des Affaires étrangères de 3 pays différents. C'est tout à fait inédit dans la pratique diplomatique, il faut le relever. Et le souverain, évidemment, a insisté sur le fait que le Maroc avait une politique africaine, une politique de coopération sud-sud, déclinée depuis plus de 2 décennies, et que c'était là l'occasion donc de faire le point avec les ministres des Affaires étrangères sur la situation qui prévaut au Sahel. Les 3 ministres qui sont membres donc qui représentent leurs pays respectifs, 3 États, l'Alliance des États du Sahel, qui a été créée voici 1 an et demi, le 16 septembre 2023 exactement, ça fait pratiquement un an et demi, un peu plus. Donc ils sont engagés dans un processus de rapprochement, de coopération entre eux, mais également d'insertion dans des espaces voisins. Sur ce plan-là, le Maroc leur offre un périmètre plus large. Avec quoi? Avec 2 grandes initiatives royales, il faut le dire, l'initiative atlantique, qu'on appelle d'ailleurs maintenant processus africain des États atlantiques. Ce n'est plus une initiative marocaine. C'est important parce que c'est une appropriation maintenant de l'Afrique, des pays de la façade atlantique qui sont concernés. Et puis, évidemment, l'initiative royale, on parle d'initiative et d'un programme particulier qui est donc l'insertion
des pays enclavés du Sahel dans les processus de développement, de communication, connectivité, infrastructure, etc. Il faut le dire, vous l'avez relevé, que le Maroc a une politique africaine qui est connue, mais en particulier pour ce qui est du Sahel. Le Sahel est au cœur de sa politique continentale. Je rappelle que voici 9 ans, lors de la COP22 à Marrakech, le Maroc avait créé une commission climat spécifique pour le Sahel. Donc vous voyez que ça remonte loin, cette préoccupation. Il faut y ajouter l'aide médicale d'urgence du Royaume à un certain nombre de pays, dont les pays sahéliens, c'était en 2020-2021. Également le fait que le Sahel est un élément important, un épicentre de la stabilité et de la sécurité dans la région. Et ça, évidemment, ça préoccupe la diplomatie marocaine, avec un certain nombre de propositions. Le Maroc est attaché au co-développement, au partenariat, et puis également toutes les initiatives prises. Je dois ajouter évidemment l'aménagement du port de Dakhla Atlantique qui sera opérationnel en 2028, et c'est important, qui permet donc une desserte, transport de marchandises, connectivité. Donc voilà une diplomatie particulière du Royaume qui présente ce trait. C'est une diplomatie d'équilibre et une diplomatie concrète à la base de projets, de programmes, ce qu'on appelle une diplomatie à bas bruit, sans tapage. Il y a aussi une diplomatie multisectorielle rehaussée cette semaine par la signature de l'accord de siège de l'Afrosé, accord en vertu duquel Rabat abritera le siège de l'Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. La voie est désormais toute tracée pour des relations plus dynamiques entre les institutions de contrôle des finances publiques africaines. Oui, c'est une organisation africaine qui a son siège à Rabat. Et suivant les règles du droit diplomatique, comme elle a son siège à Rabat, elle signe ce qu'on appelle un accord de siège avec le pays d'accueil, en l'occurrence le Maroc. D'où la signature donc de cet accord de siège entre le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, et la présidente de la Cour des comptes. Bien. Alors c'est une décision qui a été prise voici 5 mois lors de l'Assemblée générale de cette organisation qui s'était tenue à Tripoli en décembre dernier. Le Maroc, sur ce plan-là, se distingue par une vocation particulière, celle d'un hub continental pour ce qui est, s'agissant des institutions de contrôle et des cours des comptes, donc de ce qui est de la gouvernance financière en Afrique. Ça renforce le Maroc, qui a des propositions à faire sur un certain nombre de points. La promotion de la bonne gouvernance, la transparence budgétaire, j'y ajoute l'amélioration des performances des institutions de contrôle, également le renforcement des capacités institutionnelles, sans oublier l'échange d'expertise. Un mot encore pour dire que c'est pas le premier siège d'une organisation continentale au Maroc, il y en a d'autres. Rapidement, lesquels il y a l'Union des conseils économiques et sociaux à Rabat, qui a son siège à Rabat. Il faut ajouter le CAFRAD, qui est centre spécialisé pour l'administration depuis des décennies à Tanger. Également l'Organisation des jeunes africains à Tanger, aussi à capitale du Détroit, créée depuis 2008. Sans oublier l'Institut panafricain du développement qui a été créé, qui a son siège où ? À Dakhla. Enfin le mouvement qu'on appelle le Centre de l'intelligence africaine, l'intelligence artificielle en Afrique, créé voici 3 ans, également à Rabat, et qui est pris en charge par l'OCP. Donc vous voyez qu'il y a là une capitalisation d'un certain nombre de sièges d'organisations continentales au Maroc, et c'est la preuve d'une diplomatie qui se construit, une diplomatie qui est en marche. C'est-à-dire aussi le fort ancrage du Maroc sur le fort ancrage africain du Maroc sur tous les plans et à tous les niveaux. Et sur le plan social, le professeur, la classe laborieuse du monde entier a célébré jeudi la fête du travail. Au Maroc, le 1er mai intervient à la faveur d'un dialogue social renouvelé entre gouvernement, syndicats et patronat. Quel baromètre ressort cette année, et puis que nous dit-il sur le climat social ambiant chez les travailleuses et travailleurs marocains? Le baromètre, c'est des clignotants.
Il y a eu une mobilisation des organisations syndicales, sans doute moins que les précédentes années, du fait peut-être d'un sentiment de lassitude, des sentiments de résignation. Mais ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a eu une polarisation des revendications des centrales syndicales sur quoi ? Sur la loi organique votée par le Parlement relative au droit de grève. Et toutes les affiches, les banderoles, etc., donc, ont porté précisément sur le rejet de cette loi organique sur le droit de grève, pourtant votée par le Parlement et publiée au bulletin officiel. Donc il y a là quelque chose qui est en train de se faire. Alors évidemment, il faut parler, pour être équilibré, des mesures prises par le gouvernement à la veille de la fête du travail, un certain nombre de mesures importantes. Il y a une manne financière exceptionnelle qui a été annoncée pour les aides sociales globales dans le dialogue social de 45 milliards de dirhams pour 2026, c'est extrêmement important. Il y a également l'augmentation du salaire moyen des fonctionnaires qui va passer de 8 300 dirhams à 10 100 dirhams le 1er janvier 2026, c'est une augmentation intéressante. Revalorisation également du SMIC dans la fonction publique qui va être rehaussée de 3 000 dirhams à 4 500 dirhams, une hausse de 50%. Et puis les problèmes qui sont encore en instance, c'est pour ça que j'ai parlé de clignotants, au moins Orange, pour ne pas parler de Rouge, il y a des dossiers qui sont sur la table, qui ne sont pas réglés. Le problème de la revalorisation des pensions des retraités, qui est à l'ordre du jour. Également la revendication de l'augmentation des allocations familiales pour les porter à 500 dirhams par un enfant, sans oublier la question récurrente des libertés syndicales. Les syndicats invoquent ce problème en disant que les libertés syndicales doivent être consolidées du fait d'un certain nombre d'entraves, du fait d'une législation pénale spécifique. L'article 288 du Code pénal qui prévoit des peines d'emprisonnement pour les incitateurs à la grève ou les incitateurs contre les non-grévistes. Et puis aussi ce gros dossier qui est sur la table, le gouvernement a annoncé qu'il allait s'y atteler, mais il avait déjà annoncé ça voici 6 mois, la réforme des caisses de retraite, et ça c'est un gros dossier sur la table, et c'est un élément évidemment à inscrire à l'ordre du jour prioritaire du dialogue social, mais c'est un élément clivant, contentieux. Il faut espérer qu'il y ait enfin une solution de réforme des caisses de retraite. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahmi, pour ce décryptage. Merci à vous. Et on enchaîne avec cette prouesse médicale réalisée au cœur de nos provinces du Sud. Une intervention chirurgicale a été opérée à distance sur un patient atteint de cancer de la prostate. La prostatectomie a été réalisée avec succès à la Laayoune par un chirurgien urologue assisté depuis Casablanca par un robot. Un exploit médical à la pointe de la technologie rendu possible grâce à une équipe de médecins marocains hautement qualifié, une première qui ouvre la voie à la médecine du futur. Salk Boujdour, Saïd Lidrissi, Sal Harghibi, Ahmed Hamri, Ahmed Salam Al-Kayin avec Yassine Mourafiq et Zakaria Moukibila. Au bloc opératoire, la concentration est maximale. Attentifs sur leurs écrans, ces chirurgiens opèrent depuis Casablanca, un patient installé à Laayoune. Objectif de l'intervention, l'ablation de la prostate chez un malade atteint de cancer. L'opération fait appel à des robots chirurgicaux et dure 2h30. Réalisée avec brio, l'intervention est une première au niveau national et africain. Ces robots ont été connectés entre eux grâce à des lignes spéciales, des lignes dédiées qui permettaient donc une transmission de toutes les informations dont on avait besoin pour l'intervention et également les gestes du chirurgien. Donc ce que je pratiquais moi dans une console chirurgicale, le robot l'exécutait en temps réel. Disposant de robots chirurgicaux de dernière génération, les chirurgiens ont bénéficié d'atouts de taille pour cette intervention de précision. Ce dispositif a ainsi dispensé le patient de devoir se déplacer à Casablanca, une prouesse technologique qui lui permet de poursuivre son protocole thérapeutique.
Il est indispensable de faire appel aux avancées de la télémédecine. Les citoyens ne devraient pas hésiter de faire un diagnostic précoce. Ils ne devraient pas appréhender les nouvelles technologies, car elles ont un rôle important dans le domaine médical. L'opération a pu être réalisée en sécurité totale, avec une précision très importante et impressionnante, puisque à un moment donné, on ne savait pas faire la part des choses entre une opération faite avec un patient présent dans le bloc opératoire où j'étais et une intervention faite sur un patient à plus de 1100 km. Effectuée par une équipe 100% marocaine, cette intervention de téléchirurgie témoigne du développement des compétences nationales dans des spécialités de pointe. Cette réalisation ouvre aussi la voie à la multiplication de ce genre d'intervention, permettant un gain de temps et d'argent et une prise en charge plus large des patients. Quittons le silence aseptisé de la table d'opération vers un autre champ de guérison un peu plus rythmé. Il s'agit du clavier, du piano qui résonne depuis 3 jours déjà au cœur de la cité Ocre. Marrakech, où s'est achevée hier la 3e édition du concours international de piano Mouvement Contraire. Après 3 jours de vibrantes prestations musicales, l'heure était à la consécration pour les jeunes pianistes marocains. Ambiance tout de suite avec Hassan Mskour, Soumia Blayachi. Le récit est de Maria Ouad. Ils sont originaires du Maroc, d'Europe et d'Asie et sont déjà de vrais petits virtuoses du piano. Chacun son style, sa sensibilité et sa dextérité. 200 candidats ont interprété les plus grandes pièces du répertoire classique, la sonate numéro 8 de Beethoven ou encore Chopin et Debussy. Animé par cette même ferveur qui fait les grands artistes, ce concours international a mis en lumière le talent d'une jeunesse qui n'en finit pas de briller. C'est vraiment quelque chose d'incroyable d'être ici avec tout le monde, de jouer, d'avoir une compétition. Il y a des candidats merveilleux qui ont beaucoup de talent, qui savent comment jouer. Vraiment, c'était quelque chose d'incroyable. Je suis fière d'avoir un concours aussi important au niveau du Maroc. Il va y avoir des membres du jury qui viennent de l'étranger. Et on a des candidats qui sont très très forts. Et on espère avoir des candidats qui viennent même aussi de l'étranger. Ça va venir après. Et c'est au cœur de la cité Ocre que la musique a vibré au rythme des envolées lyriques durant 3 jours. Un événement culturel qui a rassemblé de nombreux mélomanes venus découvrir les talents de demain. On a choisi Marrakech parce que c'est une ville cosmopolite et donc déjà qui attire énormément d'étrangers. Elle organise, il y a énormément d'événements qui sont organisés ici et je me suis dit pourquoi pas implanter son concours aussi international de piano. Et c'est un jury international composé de concertistes de renom qui a départagé les vainqueurs de cette édition. Mais au-delà des récompenses, une seule chose compte, la musique comme langage du cœur universel. Et voilà, c'était la note de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.